Le 21 février 1804, Richard Trevithick met en route pour la première fois son invention, la locomotive à vapeur. La locomotive à vapeur a été une révolution à son époque, permettant aux gens de se déplacer sur de grandes distances plus efficacement. Mais il s'agit également d'une des premières applications utiles du moteur à combustion externe. Le moteur à combustion externe est, comme son nom l'indique, un moteur qui tire son énergie d'une combustion qui a lieu en dehors de sa structure. Ici, du charbon est brûlé pour faire bouillir de l'eau. Une fois transformée en vapeur, elle vient créer un mouvement alternatif au niveau du piston, créant ainsi du couple. On y reviendra plus tard. Et à la fin du 19e siècle, il y a plusieurs bugs qui se sont demandé qu'en serait-il de faire l'explosion mais à l'intérieur du moteur. Et du coup, comment ça marche? Bonjour à tous, ici Manton, et on est ici pour parler du moteur à combustion interne. Alors, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le moteur à combustion interne est apparu dans la deuxième partie du 19e siècle. Il est compliqué d'attribuer l'invention du moteur à combustion interne à un seul homme, mais on peut quand même noter Nicolaus Otto et Rudolf Diesel dans son processus qui ont pas mal aidé à la fin du 19e siècle. Et on peut aussi également noter tous les ingénieurs qui ont travaillé depuis bientôt 130 ans à la conception du moteur moderne finalement. Mais bon, on va pas trop s'intéresser à cette partie historique parce que nous, c'est le moteur à combustion interne moderne qui nous intéresse. Avant toute chose, le moteur à combustion interne, son but, c'est de transformer de l'énergie chimique en énergie mécanique. Donc finalement, boum boum, essence air et vroom. C'est ça le but. Ouais, très bon résumé finalement. C'est totalement ça. C'est ça, hein. J'aurais pas dit mieux. Et donc dans ce processus de transformation, on a besoin de plein d'éléments. À commencer par le bloc moteur, c'est un peu notre contenant, notre vase. Le truc qui va contenir les autres trucs pour que ça marche. C'est super clair ça. Non mais on va comprendre après avec la suite. Parce que le truc, tu vois, qu'il faut comprendre, c'est que t'as la voiture, dans la voiture t'as le bloc moteur, et dans le bloc moteur t'as les cylindres. Un cylindre qui a une forme de... Cylindre. Le cylindre qui a une forme de cylindre. Ce même cylindre qui contient un piston, c'est ça qui va nous permettre de transmettre l'énergie vers... Enfin c'est le truc qui fait ça quoi. Je suis le piston. Donc dans le cylindre, il y a le piston, il reçoit l'énergie de la combustion et le transmet à ce qu'on appelle le vilebrequin, pas la chaîne, pas confondre. Le but du vilebrequin, c'est de transformer le mouvement alternatif du piston en mouvement rotatif. Et donc pour transmettre cette force au vilebrequin, il utilise une bielle qui exerce un bras de levier sur ce qu'on appelle le maneton. Et donc tout ça, ça tourne comme ça, et ça crée ce qu'on appelle un couple. Un bras de levier qui sert à faire tourner un truc, c'est un couple. Voilà, c'est pareil quand tu serres une vis, voilà, tu fais un couple de serrage, hop, c'est ce qu'on appelle un couple. Et si tu additionnes le couple de tous les cylindres, et que tu prends le couple à la sortie du moteur de vilebrequin, bam, là tu as ce qu'on appelle le couple moteur. Bon, maintenant on sait ce que c'est un maneton, qui est une partie du vilebrequin finalement, mais qu'est-ce qu'un tourillon? Je sais pas. C'est très intéressant. Alors, le tourillon, voilà, dans un vilebrequin, il y a deux axes. Il y a l'axe principal et il y a l'axe secondaire où il y a du coup les manetons et les bielles qui y sont accrochés. Et du coup, sur cet axe principal, ce qui relie chaque antre comme ça, bah, c'est les tourillons. Mets un schéma, s'il te plaît. Oui. T'as fait oublier un truc. Ah, et quoi donc? Pas les soupapes. Les soupapes. Ouais, C'est quoi les soupapes? les petites portes. Oh, les portes! Ah bah oui, les portes. Oui, pardon, j'ai failli oublier les soupapes. Les soupapes, très important. Ça, c'est ce qui permet de fermer ou d'ouvrir le cylindre. Parce que bah oui, je vous ai dit, il fallait de l'air avec l'essence. L'essence, c'est facile. T'as un truc qui s'appelle un injecteur qui injecte l'essence dedans. Ouais, bon, pas que, mais vas-y, on va faire simple. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas, ça dépend des Injection moteurs. directe ou indirect. Ah, je suis en direct. Mais c'est le sujet de notre prochaine vidéo. D'une vidéo plus tard. Abonnez-vous. Non, du coup les soupapes, bah, pour faire rentrer l'air et l'essence, faut bien une porte. Du coup, soupape d'admission, la porte qui te permet d'admettre l'air et l'essence. Et du coup, une fois qu'on a fini, on referme. Et après, il y a tout qui a combustionné, qui a brûlé. Voilà, hop, on ouvre l'autre porte. Et là, hop, t'as tous les gaz qui vont vers l'échappement. Et c'est là qu'on peut voir l'espèce de fumée, le tube. Maintenant que nous disposons de tous les éléments, nous allons voir pourquoi on appelle ça un moteur 4 temps.
que ouais, il y a des 2 temps aussi, mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais on va rester sur le basique, le 4 temps. Donc les 4 temps qui sont l'admission, la compression, la combustion et l'échappement. Dans cet ordre, et c'est cyclique, donc ça recommence à l'infini après. Donc on commence toujours par l'admission. Donc ici, nous avons notre petite porte de l'admission qui est ouverte. On va venir aspirer l'essence et l'air selon les moteurs. Des fois c'est mélangé avant, des fois ça se mélange après, mais on va dire qu'ici ça se mélange avant, donc essence et air. Alors il faut voir un peu ça, un peu comme une seringue. On va venir prendre l'air et l'essence. Voilà, maintenant on est à ce qu'on appelle le point mort bas, le point le plus bas que peut atteindre le piston. Je referme ma porte, là j'ai les 2 portes qui sont fermées, tout va bien, le piston, enfin le cylindre est hermétique. Une fois que notre cylindre est hermétique, bah, il va continuer dans son mouvement, du coup il va monter et qui va venir vraiment compresser l'air et l'essence, d'où le nom compression. Après, un allumage va se faire, donc soit on va décider qu'il va s'allumer, soit il va s'allumer de par lui-même. T'inquiète. Et donc tout ça, ça va chauffer, etc. Et là, hop, c'est ce qu'on appelle la combustion. Et là, le piston, il va redescendre et c'est là qu'on va créer le couple moteur. C'est là que la force va réellement s'appliquer et qu'on va réellement créer quelque chose de substantiel pour faire avancer notre voiture. Une fois, voilà, tout ça c'est créé, hop, on est de nouveau au point mort bas. On a fini, il y a tout qui est brûlé. Du coup, maintenant, on va ouvrir l'autre porte et on va envoyer bien à l'extérieur tous les gaz pour pouvoir faire de nouveau de la place au gaz frais et à de nouveau de l'essence pour pouvoir continuer le cycle à l'infini. C'est cyclique, ça recommence à l'infini jusqu'à qu'on décide d'arrêter le moteur. Ou que t'aies plus d'essence. Ou que t'aies plus d'essence. Ou que le moteur casse. Ou que juste il y ait une météorite qui te tombe sur la gueule. Oui. Aussi, ça peut arriver. Ouais, tout ça c'est bien beau, mais comment je peux démontrer que ça marche? Genre en quoi une combustion peut me permettre de faire bouger le piston? Eh bien... J'ai bien peur qu'on doive avoir recours aux mathématiques. La première formule à noter pour ça, c'est PV égale MRT, où P représente la pression, V le volume, le égal symbolise le fait que toutes les valeurs à gauche sont égales à toutes les valeurs à droite, le M représente la masse, le R la constante des gaz parfaits et le T la température. La constante des gaz parfaits, c'est quelque chose qui change un peu en fonction du milieu. Ici, on est dans l'air humide, donc elle vaudra 288. Mais ça peut être d'autres valeurs en fonction de où on est, mais j'ai peu de chance de faire tourner un moteur 4 temps sur la Lune. Donc on peut noter cette formule-là, mais la chose à retenir avant la suite, c'est que dans notre cas ici, M et R sont constants. Lors de la compression, le volume va baisser, et donc comme on a la même température, la même masse et la même constante des gaz parfaits, pour maintenir l'égalité, la pression va devoir augmenter, et ensuite après lors de la combustion, le T va augmenter. Donc pour toujours maintenir cette même égalité, la pression va devoir encore augmenter, et donc au final on se trouve avec une pression super élevée. Et on va me dire, pourquoi avoir autant de pression? Qu'est-ce qui crée la force finalement? Eh bien c'est là qu'il faut noter la deuxième formule. F est égal à P fois S. Où P est toujours la pression, et la pression elle est super élevée parce que on vient de faire une combustion et du coup le P a encore augmenté. Ensuite on a S qui est la surface du piston, vous avez vu on y revient. Donc ça fois la surface, on va obtenir la force en newton que va exercer notre bras de levier et exercer le couple au niveau du vilebrequin. Et l'addition de toutes ces forces, voilà, on obtient un couple moteur de façon mathématique, démontrée. Est-ce que c'est valable en moteur essence et en moteur diesel? Alors, restez bien branchés, ce sera le sujet de nos prochaines vidéos. Abonne-toi. Coupe. Coupé. Pardon? Tu veux rajouter un truc? Générique. Voilà. Générique de fin. Coupé? Coupé.